Et vont donc me rejoindre pour sa dernière table ronde Aïssatou Sall, qui est chef de la cellule informatique, on peut applaudir, du ministère de la Santé et de l'Action sociale du Sénégal. Venez, prenez place à mes côtés. Feyzul Itswan Mustafa, qui nous vient lui de Malaisie. Je vous ai dit, on est sur toute la planète aujourd'hui, où il est médecin consultant, directeur adjoint du département des maladies non transmissibles au ministère de la Santé. Cheikh Omar Bagayoko, bien connu de ses locaux, professeur agrégé en informatique médicale au Mali, fondateur donc, du DU d'e-santé dont on vient de parler. Et puis enfin, Jay Ganesh Udaya Sankaran, qui nous arrive d'Inde, où il est membre du comité de pilotage d'EIN, donc le réseau d'information sur la e-santé, où il est également consultant en santé digitale. Prenez place. Je me tourne tout de suite vers vous, docteur Mustafa, dans cette table ronde qui s'appelle « Comment passer de la stratégie à l'action ?» Docteur, je vous ai posé moi la question de manière simple, et vous m'avez répondu de manière tout aussi simple en me disant « On a besoin, nous, de leaders pour passer à l'action. » Alors, qui sont ces leaders et pourquoi faire ? Merci beaucoup. Merci beaucoup au comité d'organisation de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer et de répondre à cette première question. Quand on parle de renforcement des capacités, en particulier dans le domaine de la santé et du numérique, il est facile d'oublier l'environnement qui est propice ou non. Plus spécifiquement, je voudrais parler du leadership et aussi du plaidoyer. Très souvent, un certain nombre d'initiatives en matière de la santé numérique sont portées par des champions. Et donc, ça dépend bien sûr de l'individu. Et il se peut que dans certains cas, le projet soit voué à une mort précoce. Bien souvent, y compris dans mon pays, en Malaisie, les gens viennent vous montrer un certain nombre d'initiatives ou de projets de e-santé avec de très beaux outils brillants et très attractifs. Et si on n'a pas des capacités de leadership très fortes dans l'organisation que l'on représente, on peut très facilement perdre le fil et se trouver perdu au milieu de tous ces gadgets. Donc, pour revenir à votre question, j'ai entendu plusieurs fois parler d'une stratégie qui serait générale, une stratégie générale sur la santé numérique. Et j'ai vu beaucoup de stratégies qui incorporaient le renforcement des capacités au sein même de la stratégie. Eh bien moi, ce que je pense, c'est que pour un pays, il est surtout important d'avoir une stratégie de formation, d'abord une stratégie de formation pour tous les prestataires de santé. Sinon, faute de quoi, la santé, la e-santé va être un silo, va devenir un autre département qui ne communique pas avec le reste. Alors moi, je travaille sur l'épidémiologie de manière générale, mais tout le monde, que ce soit le cancer, les AVC, le paludisme, etc. Tout le monde veut avoir des capacités en e-santé. Mais pourtant, plutôt que de travailler de manière segmentée, il faut travailler de manière très globale. Et c'est un des défis de la e-santé parce que la e-santé sous-tend un certain nombre d'autres programmes. Et à l'heure actuelle, je me concentre sur la manière dont la santé numérique peut aider à changer des comportements dans les populations en matière de santé, de facteurs de risque. Par exemple, la nutrition, l'activité physique, le tabagisme. Alors, je travaille pour le ministère. C'est vrai que le gouvernement est responsable des politiques et des interventions à visée réglementaire. Et parfois, ces politiques ne sont pas populaires, on le sait. Mais d'un autre côté, j'aime bien la notion d'incitation. Il faut essayer d'inciter les gens. C'est un terme qui est utilisé en économie. Et il faut essayer d'avoir des moyens incitatifs. Et je pense que la e-santé peut être une incitation à penser à ces facteurs de risque. Et je vais m'en arrêter là pour l'instant pour ne pas tourner romodologue. On peut avoir des beaux mots sur papier, mais ensuite il faut les hommes, les personnes pour aller la mener, et on sent les changements de culture que vous nous dites qui sont nécessaires au niveau notamment des élus, des organes de gestion d'un pays qui doivent aussi bouger.
Comment est-ce que vous faites au niveau de Hei Hin ou au niveau de la Malaisie pour repérer les bons acteurs, les bons avocats capables de porter la parole de la e-santé, capables de faire bouger les choses dans des institutions parfois conservatrices? Comment est-ce que vous les repérez et comment est-ce que vous les formez? Alors, commençons d'abord par répondre à la question du renforcement des capacités de la prochaine génération des professionnels de santé. Vous l'avez souligné, un grand nombre d'entre nous travaillons sur des documents stratégiques, des plans stratégiques pour ceci ou cela. Et on pourrait dire que nous n'avons plus de micro. Donc on pourrait dire que c'est du papier tout cela. Néanmoins, il faut un document pour rassembler les gens. Et cet événement, par exemple, je le vois comme un événement de plaidoyer qui permet de réunir les gens. Et je pense que c'est une première étape, certes, mais une première étape importante. Et les documents sont une première étape sur la base de laquelle on peut partager. Et on peut voir où l'on va avec nos différents projets. Pour le ministère de la Santé, nous n'avons pas de stratégie quant à la santé, la e-santé en particulier. On cherche simplement à trouver des gens plus jeunes que moi, parce que moi j'ai 48 ans. On cherche la nouvelle génération. On essaie de repérer la nouvelle génération. Et on essaie d'avoir des cadres plus ou moins formalisés, parce qu'on vient s'insérer dans des structures organisationnelles existantes. Problème de micro récurrent. On essaie de s'inscrire dans l'organisation qui existe au sein de services publics. Évidemment, il n'y a pas de solution idéale. Évidemment, dans l'idéal, on aimerait recruter 10 personnes, on aimerait les mettre au poste que l'on voit et on aimerait qu'ils soient les leaders de demain. Malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, aujourd'hui, il nous faut d'abord avoir des cursus. Comme je vous le disais, on n'a pas des cursus qui soient très bien définis comme des cursus universitaires, parce qu'on essaie de former des gens qui sont déjà dans la vie professionnelle, mais il y a un certain nombre de projets, un certain nombre de jalons que l'on doit parcourir et on doit présenter un certain nombre de projets à certains comités. Et dans ce cadre, on va avoir des projets qui sont en relation avec la e-santé. Docteur Moustapha, vous... Est-ce que c'est vraiment un phénomène d'âge? Je sais que vous m'avez dit, you can change the current bosses. Actuel, on peut préparer la nouvelle génération. Alors, est-ce que les cheveux blancs, voilà, on attend qu'ils dégagent, tout simplement, et on attend que des cheveux moins blancs viennent sur la scène dans les ministères? Est-ce que c'est simplement une histoire d'âge et de génération? Vous n'avez pas une question plus difficile en stock? Alors, bienvenue dans mon monde. Changer les comportements, ce n'est pas facile. On ne va pas apprendre à un singe à faire des grimaces. Et c'est vrai que c'est difficile de changer les comportements. Il est aussi difficile de changer les comportements au sein des organisations. Les organisations n'aiment pas le changement, les gens n'aiment pas le changement. Il y a une certaine inertie. Le dossier informatisé, on a de la formation dans notre pays en la matière. On a montré à quel point ça simplifie le travail et pourtant les gens sont assez contre, jusqu'à ce que vous ayez une fois de plus un promoteur, un champion. Et à partir du moment où vous avez quelqu'un qui défend le projet, ça va mieux. Alors je ne suis pas en train de dire que tout ne dépend que de l'âge. Néanmoins, si, par exemple, plutôt que d'être en charge d'une organisation pendant 1 ou 2 ans, évidemment c'est difficile en 1 ou 2 ans de faire en sorte qu'il y ait des changements. Je pense qu'il faut qu'il y ait des mandats peut-être plus longs. Il faut qu'il y ait la nouvelle génération de leaders qui soient aux responsabilités. Comme je disais, moi, j'ai pratiquement renoncé à la population adulte. Je trouve qu'il n'y a plus vraiment d'espoir et je pense que c'est vraiment la prochaine génération qui fera les changements. Parce que beaucoup de comportements sont les comportements des parents. On ne fait que reproduire le comportement des parents. Les enfants voient ce que vous faites, pas forcément ce que vous dites. Et vous savez, vous avez beau dire « Ah ben, il ne faut pas que tu boives de soda,
Mais il rentre à la maison et à la maison, il voit les parents qui ne font pas d'exercice physique et qui sont devant un Coca-Cola devant la télé. Évidemment, ce n'est pas extrêmement porteur. Et donc, je pense qu'il faut avoir vraiment une gouvernance forte. C'est une vue très radicale, ce que je suis en train de dire, mais il faut que la gouvernance soit entre les mains des jeunes générations. Et je pense qu'il faut travailler aussi à la couche intermédiaire et vraiment faire monter cette nouvelle génération pour la santé digitale. Valable que pour la Malaisie, il était également valable pour le territoire sur lequel nous nous trouvons. On a parlé tout à l'heure, il y a quelques minutes, du DUI santé qui a été proposé. On a vu un soignant, on a vu un technicien qui nous en parlait de ce qu'ils ont appris de manière très concrète, que ce soit des choses techniques, économiques, business plan, nouvelles manières de soigner. Dans les formations que vous proposez en plus sur EHIN, pour former ces avocats, ces leaders, ces promoteurs de la e-santé que vous appelez, vous avez également des formations de lobbying, tout simplement. En quoi consistent ces formations et pourquoi sont-elles importantes pour les leaders ? If specific for EHIN, alors, dans EHIN, peut-être que ce n'est pas à moi de répondre, ce serait peut-être plutôt Jay qui pourrait... Français, mais on peut passer la parole et on peut passer le micro à Jay. Voilà, tenez, il y en a un autre ici. I think EHIN Alors, je pense que EHIN est un réseau régional qui permet de renforcer les capacités. Et nous, les capacités, c'est pas uniquement quelque chose que l'on fait de manière temporelle, c'est tout au long de la vie. Alors, un peu de contexte. Nous, on se dit que la nécessité en formation, elle change. On aura besoin de se former tout au long de la vie. Et cela vaut aussi bien pour les professionnels que pour les gens qui travaillent dans les organisations. Et depuis des années, nous avons fait ce constat. Et nous nous sommes dit qu'il fallait renforcer les capacités tout au long de la vie. Alors, la question que vous posez sur EHIN en particulier, l'un des piliers de EHIN, justement, c'est le renforcement des capacités. Et nous avons un certain nombre de cours et de programmes de formation, parmi lesquels la gouvernance, l'économie. Le mois prochain, nous aurons une formation sur les méthodologies de gestion des projets en Malaisie spécifiquement. Alors, nous essayons de partir des besoins. Les besoins aussi bien des ministères que de la santé que des professionnels. Et on souhaite que notre approche, que nos formations viennent répondre aux besoins prioritaires identifiés par les gouvernements. Et on va personnaliser notre offre de cours en fonction de ces besoins. Donc c'est très spécifique à notre contexte national. Mais dans d'autres cas, les besoins seront soit très nationaux, soit plus internationaux. Donc on essaie de mettre les gens en commun. Et effectivement, on a une approche régionale. On apprend beaucoup de nos pairs. Donc les pairs peuvent être aussi bien des officiels dans les gouvernements, des ingénieurs, des docteurs. Et quand toutes ces personnes se retrouvent, chacun va donner une connotation particulière au cours. Et donc quand on apprend aussi l'un de l'autre. Donc c'est un environnement propice, un environnement où on va avoir de l'apprentissage tous azimuts. Et chacun, donc, contribue à la formation. Alors, c'était ma réponse. L'intérêt d'enseigner du lobbying, et ça veut dire quoi cet enseignement très concrètement ? Alors, les choses, d'un point de vue philosophique, l'apprentissage, c'est pour toute la vie. Et c'est aussi, et en général, quand on travaille bien, la récompense, c'est d'avoir le privilège de travailler encore plus. Et donc, si j'apprends quelque chose, on va s'attendre de moi à ce que je fasse encore plus. Cela dépend aussi de la culture de chacun et d'une culture qui se veut de plus en plus internationale. Donc, chaque personne doit voir quel est le besoin. Si on a besoin si on veut de la reconnaissance, si on veut avoir de la certification,
certification, ou si on veut pouvoir traduire cet apprentissage dans quelque chose de plus tangible, par exemple une meilleure paix. Ou bien les gens vont se former aussi pour apprendre quelque chose de nouveau. Et parfois la reconnaissance de se dire quel est le besoin. Dans un contexte institutionnel, donc y compris au sein de mon organisation, et dans les projets que je mène, dans notre hôpital, on essaie de trouver une fois de plus des promoteurs, des champions auprès des usagers. Et au plan clinique, on cherche des personnes, la plupart du temps des internes, parce que les internes sont souvent la pierre angulaire. Comme le disait le docteur Feizoul, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Ce sont des natifs des technologies numériques. Ils sont à l'aise avec l'iPad et l'iPhone, etc. Et quand on utilise des systèmes d'information au sein de l'hôpital, que ce soit en radiologie ou au niveau des paillasses des laboratoires, ils savent comment s'adapter. Et donc, ces personnes-là, on les repère et on les nomme comme promoteurs, comme champions. Et c'est eux aussi qui deviennent les formateurs, qui deviennent les champions, qui deviennent en quelque part les militants. Ce sont eux donc qui peuvent apprendre bien sûr de leurs aînés, mais aussi ils vont pouvoir transmettre des connaissances. Ceci sans avoir à passer par le biais du département formation. Ça fonctionne bien. Nous avons aussi des modules spécifiques. Nous avons un certain nombre de modules avec des vidéos sur les transactions les plus fréquemment utilisées pour les nouvelles recrues. Parce qu'en général, dans notre département, nous avons finalement un taux d'attrition qui est assez élevé, ce qui veut dire qu'on a quand même pas mal de turnaround, on a du personnel qui change tous les ans ou tous les 2 ans. De telle sorte qu'on a des formations tout au long du cursus. Et on a des formations aussi bien en présentiel que des formations en vidéo, qui permet très rapidement de se mettre dans le bain, de passer une commande, etc., de se servir de systèmes d'information de l'hôpital. Donc beaucoup d'images, beaucoup de vidéos qui facilitent le renforcement des capacités. Tu supposes effectivement de trouver des leaders, de trouver des champions qui vont d'avant, qui montrent le chemin, mais également de faire, on va reprendre de l'anglicisme à la mode, de l'empowerment, c'est-à-dire de l'inclusion, de la motivation de chaque acteur du système, donc des systèmes qui peuvent être très lourds à faire changer. Est-ce qu'il y a une stratégie spécifique à avoir auprès des soignants? Là aussi, il y a des habitudes. Les habitudes sont compliquées à casser, à faire évoluer parfois, pour ce qui est des médecins, des infirmières, des grands hôpitaux. Comment est-ce que l'on peut amener à des changements d'habitude? Bien évidemment, c'est un processus qui implique beaucoup de défis. Eh bien, sur la base de notre expérience, nous avons formé des infirmières de façon collective, par équipe, et également, eux aussi, les docteurs préféraient évidemment que ce soit plus individuel comme approche, surtout les docteurs expérimentés, parce qu'à ce moment-là, ça leur permet d'avoir peut-être plus de marge de manœuvre, c'est plus confortable, par exemple le fait d'utiliser ses propres outils informatiques, et puis aussi plus de temps. Donc, effectivement, nous préférons avoir des docteurs expérimentés qui viennent et lorsqu'ils ont du temps pour justement assurer cette formation, surtout dans des domaines spécifiques. Mais ce n'est pas toujours facile parce que les chirurgiens, par exemple, terminent très tard dans la journée. Mais la formation des infirmières, c'est, je crois, pas trop compliqué, mais il faut le faire plus rapidement parce que le taux d'attrition est élevé, surtout où vous avez une centaine d'infirmières dans de grands hôpitaux. Donc, vous les formez et puis après, elles s'en vont. Donc, il faut recommencer encore 1 an ou 2 ans après et repartir de zéro. Donc, je crois qu'une autre façon d'envisager les choses, c'est de se dire pourquoi est-ce que les docteurs ont besoin d'assurer cette formation? Est-ce que c'est utile pour eux? Il faut savoir s'il existe un bon système d'information au sein de l'hôpital qui peut être utilisé pour un département dans l'hôpital ou par un autre service. Donc, je crois qu'il faut vraiment avoir une vision générale pour savoir jusqu'où la formation
information peut être utilisée. C'est-à-dire, quelle est son utilité? Par exemple, si vous avez quelqu'un qui a envie de faire de la recherche, eh bien, à ce moment-là, il va peut-être chercher des données qui soient un petit peu différentes. Mais si ils ont ces données dans le système et ensuite les utiliser dans les conférences, alors il y a une véritable motivation pour utiliser le système. Donc, il faut qu'il y ait ces incitations et voilà, c'est ce que nous faisons. Gayoko, pour vous qui avez contribué à monter le DIU dont on a parlé tout à l'heure, est-ce que vous vous retrouvez aussi dans les compétences que nous signalent notamment les membres d'AIN aujourd'hui? J'ai l'impression qu'on a une vision très anglo-saxonne, d'avoir des leaders, de former ces leaders qui vont amener des champions, qui vont faire changer des organisations, d'y aller assez fortement, de dire qu'il y a aussi un problème de génération et qu'il faut qu'attendre qu'une génération parte et que l'autre prenne de la place. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette vision également ou est-ce qu'on est très anglo-saxon ici? Bonsoir à tous, merci. Je pense qu'on se retrouve cette fois-ci dans cette vision anglo-saxonne. C'est un des objectifs majeurs en fait de ce DI. Parce que comment on va faire en sorte que les leaders, peu importe, que ce soit les leaders au niveau des ministères de la Santé ou au niveau des startups, comment les inculquer en fait cette nouvelle vision de manière à ce qu'on se dit, OK, développer son application, chacun peut développer ce qu'il veut, mais partons des besoins en fait des utilisateurs. Ça fait partie en fait des règles du jeu. Donc vous posez la question comment convaincre ces utilisateurs. La première des choses, il faut construire le système avec eux. Il ne faut pas leur donner l'impression qu'on les réveille le matin pour dire voilà un système utilisé. Ça ne marche pas chez les médecins, chez les professionnels de la santé. Donc il faut commencer d'abord à construire avec eux. Et effectivement, au niveau des ministères de santé, il faut qu'il y ait un leadership assez assumé. Je suis d'accord, mais je ne suis pas là où ça coince un peu pour moi. Il faut relier les générations. Parce que de toute façon, on a une génération sur le terrain. Là, il faut mettre en place des stratégies de conduite du changement pour les amener à adhérer à ce changement. Mais il faut élaborer des stratégies de formation assez poussées en termes de formation initiale dans les facultés de médecine, dans les écoles de formation en santé pour leur donner cette culture, en fait, la e-santé. Et je pense que ce n'est qu'avec cela qu'on peut jouer aussi sur l'avenir. Vous avez prononcé un mot qui est très important, le mot de culture, culture en e-santé. Je sais que vous regrettez qu'il n'y ait pas aujourd'hui une culture commune de l'ensemble du système de soins, depuis les décideurs au niveau politique jusqu'aux personnes qui au quotidien font tourner les hôpitaux et les établissements de soins. Exactement. Personnellement, ma hantise, c'est qu'on n'arrive pas, en tout cas dans nos pays, en termes de e-santé ou de système d'information globalement, ce qu'on a vu dans les pays qui ont atteint une certaine maturité, comme la France, c'est-à-dire la fragmentation. Donc, c'est justement d'amener les gens à avoir cette vision qui est systémique, qui n'est pas contraire au fait qu'utiliser des milliers d'applications. Mais ces applications-là doivent avoir des contraintes à communiquer ensemble. Parce que depuis le matin, on parle d'interopérabilité. Mais l'interopérabilité, ce n'est pas la communication seulement de point à point entre applications. C'est la communication des applications sur la base d'utilisation des règles et des contraintes d'interopérabilité qui sont définies, qui sont basées sur les standards. Donc le but, c'est vraiment amener les gens à comprendre tout ça. Et vous parlez d'organiser cette culture commune dès la faculté de médecine. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui est mis en place chez vous ? Alors ça commence, c'est timide, mais ça commence doucement à la faculté de médecine de Bamako, par exemple. Depuis la deuxième année, on commence à leur parler d'introduction en fait des e-santé, vraiment l'introduction générale. Et au niveau des facultés privées, j'espère que ça va arriver au niveau des facultés publiques aussi en 4e année médecine. Déjà, on les parle des systèmes d'information pour leur dire, oui, le système d'information, il est global. Ce n'est pas que l'information sanitaire. Il y a le système d'information de l'hôpital d'abord, des structures de santé. Tant qu'on n'a pas des systèmes d'information au niveau des sources des données, on ne peut avoir des systèmes d'information sanitaire fiables parce que c'est là où tout se joue. Tout est basé sur le patient. Donc, le patient doit rester le cœur de ces systèmes-là et chacun pourrait tirer l'information qui lui sert dans son domaine. Aïssatou Sall, le Sénégal lui vient de se doter d'une stratégie santé. Il y a eu un plan sur 5 ans qui a été adopté l'année dernière, donc il va vous mener jusqu'à 2023.
L'avantage, c'est que vous n'avez plus à essuyer les plâtres, hein, puisque vous allez profiter des erreurs ou des difficultés des autres peut-être pour aller plus loin. Est-ce que ça veut dire que vos élites, vos décideurs étaient déjà suffisamment bien formés, bien informés, sensibilisés sur la e-santé ? Tout à fait. Donc, nous avons élaboré et validé notre plan stratégique 2018-2023. Et ce fut vraiment un travail participatif. Nous avons eu vraiment le leadership et l'engagement affirmé des autorités du ministère de la Santé et de l'Action sociale et aussi des autres secteurs. Quand vous dites c'est une vision partagée, on a mis tout le monde autour de la table, donc quelque chose de collaboratif, de participatif. Il y avait quel ministère, il y avait qui autour de la table et comment vous faites pour inclure des personnes pour qui la e-santé n'est pas le quotidien ? Alors, pour ce travail-là, nous avons en interne déjà, nous avons impliqué l'ensemble des parties prenantes au niveau du secteur de la santé. Donc, que ce soit au niveau régional, au niveau central, au niveau périphérique même, jusqu'au niveau poste. Nous avons aussi inclus d'autres secteurs comme le ministère des Télécoms. D'ailleurs, nous avons signé une convention avec ce ministère-là pour vraiment le développement de la santé digitale. Il y a aussi d'autres institutions qui ont participé au travail, notamment l'Agence de régulation des télécoms, la Commission de protection des données personnelles, donc l'Agence de l'informatique de l'État, toutes les institutions en fait qui doivent participer à la mise en œuvre de la stratégie santé digitale. Il y a toujours un risque quand on met autant de personnes autour de la table, c'est qu'à l'arrivée, ça débouche sur l'eau tiède et que ça débouche sur pas grand-chose. Comment est-ce que vous faites quand même pour sortir une stratégie avec autant d'acteurs si différents ? Alors, déjà, nous savons que c'est une nécessité. Déjà, quand vous élaborez une stratégie, il faut vraiment, dès le début, impliquer l'ensemble des parties prenantes, surtout les acteurs qui doivent contribuer à la mise en œuvre. Parce que si vous élaborez votre stratégie à part, au moment de la mise en œuvre, ce sera très difficile d'impliquer ces acteurs-là. C'est pourquoi nous avons pensé qu'il fallait, dès le début, impliquer l'ensemble des acteurs donc, qui doivent participer à la mise en œuvre de la stratégie. Et je sais que cette stratégie, vous la découpez en plusieurs phases. Est-ce que vous nous expliquez un petit peu, vous pouvez nous expliquer comment elles sont découpées et sur quelle temporalité ? Alors, nous avons 3 phases principales. Donc, la première phase consiste à la vulgarisation et à la mise en place des organes de gouvernance. Donc, pour la gouvernance de cette stratégie, il va falloir mettre en place un comité de pilotage, et nous y sommes, un comité technique, mais aussi des groupes de travail thématiques. La deuxième phase va consister à l'élaboration d'un plan d'action, un plan de suivi et évaluation, mais aussi la mise en œuvre des projets prioritaires. Et la dernière phase va surtout consister à la consolidation et à l'évaluation du plan stratégique. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples de programmes que vous allez développer sur ces 3 phases ? Là, je crois qu'il y a aussi le dossier patient informatisé qui est au cœur de vos préoccupations. Bien sûr. Pour ce plan stratégique, nous avons 2 projets prioritaires. Donc, les 2 projets, c'est la télémédecine et le dossier patient informatisé. Et pour ces 2 projets-là, il y a déjà des groupes de travail qui seront mis en place. Donc, pour réfléchir un peu sur les contenus et l'aspect organisationnel pour une bonne mise en œuvre de ces projets. Et pour le dossier patient informatisé, vous faites comment ? Il y a des personnes plus techniques de l'informatique. Vous travaillez également avec les soignants, avec les médecins ? Alors, on va travailler avec tout le monde. Déjà, actuellement, on a un cabinet qui est en train de faire un peu l'état des lieux. Donc, pour un peu cartographier ce qui existe. Parce qu'au niveau des structures sanitaires, il y a déjà quelque chose qui se fait. Donc, actuellement, nous sommes en train de faire la cartographie. Et au moment de la mise en œuvre, il y aura aussi bien les professionnels de santé que les techniques. Jay Ganesh ou bien le docteur Moustapha, quel regard un petit peu sur cette méthodologie ? C'est compliqué parce qu'il n'y a pas de méthodologie parfaite. Soit on met beaucoup de monde autour de la table, au risque de mettre trop de monde autour de la table et ça ne débouche sur rien. Mais d'un autre côté, si on oublie une partie des acteurs, ils ne se sentent pas concernés, qui ne participent pas au projet. Quel regard vous avez un petit peu là-dessus ? Eh bien, je crois que la meilleure façon d'aborder la mise en place, la conception, c'est que tous les gens soient impliqués. Je crois qu'il faut que tout le monde fasse partie de l'aventure. Nous ne voulons pas
et évidemment d'entraves. Donc, il faut que les gens se sentent impliqués et mobilisés. Et s'ils veulent continuer à travailler avec nous, mais ils continueront. Mais au moins, ils auront été là depuis le départ et ils sont informés. Encore une fois, ça dépend du contexte, parce qu'il est très difficile d'avoir plusieurs centaines de personnes, évidemment. Mais je crois qu'il faut qu'il y ait au moins un représentant de... Je vous donne un exemple. Généralement, nous avons des représentants qui ont montré un intérêt particulier pour les projets. Vous avez parlé, par exemple, des champions, des leaders. Ça pourrait être n'importe qui, mais qui peut avoir un intérêt, une motivation pour apprendre quelque chose d'autre et qui pourrait peut-être à ce moment-là passer plus de temps pour partager son temps et inculquer ses connaissances à d'autres, partager sa formation avec d'autres. Donc, je crois que ça, c'est très important. De méthodologie aussi là-dessus pour passer de la stratégie à l'action. Alors, je crois que je vais vous parler à partir de mon expérience. Ce n'est pas une solution particulière. Je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut avoir une cartographie des acteurs, des personnes qui vont être impliquées. Ça, c'est à ne pas oublier. Tous ceux qui sont impliqués par le projet et qui peuvent être pour ou contre d'ailleurs. Ça, je crois que c'est la première étape. Donc, une bonne cartographie, ou je dirais même une radiographie. Une fois que vous savez qui sont ces acteurs possibles, il faut les identifier. Il faut, par exemple, savoir quel est le degré d'influence qu'ils peuvent exercer et le degré d'implication. C'est encore une fois un cliché, une radiographie de ce qui se passe et jusqu'où ils sont prêts à s'impliquer. Pourquoi c'est important? Parce que la façon dont vous les motivez, dont vous les incluez dans le projet va être déterminant pour eux par la suite. On va prendre l'exemple de quelqu'un qui aura beaucoup d'influence, mais qui ne va pas s'impliquer. Ce n'est pas la peine de lui demander d'être là. Il faut que la personne soit engagée dès le départ, qu'elle soit prête à vous accompagner. Donc, alors, par exemple, il peut y avoir un représentant d'une entité et il peut y avoir des représentants de certains groupes. Et vous savez, les gens qui font du lobbying sont très bons pour ça. Et je viens d'avoir une discussion très intéressante la semaine dernière, d'ailleurs au cours d'une réunion concernant les compétences qu'il faut avoir dans le domaine de la santé. Ce n'est pas seulement des données épidémiologiques, des connaissances à ce niveau, au médical, c'est également le leadership, c'est également la possibilité de plaider pour des dossiers, d'être également impliqué dans, je dirais, une démarche plus commerciale. Donc moi, je suis un docteur de formation par ma profession, mais je suis de plus en plus impliqué dans toutes ces problématiques. Donc, une fois que vous avez fait cette cartographie et que vous savez quelles sont les personnes que vous voulez mobiliser, encourager, alors ceci peut se faire en plusieurs étapes. Par exemple, ça peut être par exemple une simple consultation à certains niveaux, ça peut être un accompagnement de ces personnes au projet jusqu'à la fin. Mais lorsque vous avez une base très large, évidemment, de personnes, c'est difficile d'avancer rapidement. Ça, c'est une évidence aussi. Alors, évidemment, un véhicule léger va plus vite, mais c'est dommage de laisser des gens sur la route, si j'ose dire. Donc, je crois qu'il est important de vraiment connaître les interlocuteurs possibles et quel est leur degré de participation, d'engagement. Et voilà. Et ça, c'est pas toujours facile, je sais, mais moi, je suis arrivé à un stade de ma vie professionnelle où je pense que c'est difficile d'impliquer certaines personnes. C'est pas toujours facile. Ni aux échecs, ni au poker, ni à Game of Thrones avec le docteur Mustapha. Un acteur... Un acteur sur la carte justement des acteurs que vous nous décrivez, que je trouve qui est souvent absent en termes de réflexion et pourtant il devrait être au centre des préoccupations des réflexions, c'est le patient. Docteur Mustapha, comment est-ce que vous incluez cet animal qui est lui aussi compliqué à cerner, qui est compliqué à faire représenter et qui est pourtant le plus important dans notre cercle, le patient? Comment l'inclure dans les stratégies?
Je crois que vous avez formulé une question qui est fondamentale à mon avis. Je crois qu'il faut d'ailleurs, et c'est ce que nous faisons, insister plus sur le rôle central des patients. On parle de santé publique. Moi, je ne suis pas un expert forcément dans la matière, mais je crois qu'il est important, et on en a discuté d'ailleurs avec d'autres collègues, ils l'ont dit, que lorsque l'on parle de la e-santé, ce n'est pas seulement un outil, on est bien d'accord, c'est la façon dont on va développer un système qui concerne les patients. On parle de système informatisé, mais dans le cas de Cushy Baby, c'est pas simplement une technologie, c'est pas simplement un outil, c'est quelque chose qui concerne la culture même de nos patients. Et je crois que ça c'est fondamental effectivement. Donc, et on devient un peu un expert dans ces problèmes de nature culturelle. Et ça, je crois qu'il faut le faire si on veut pouvoir faire aboutir nos projets. Alors un autre aspect. What about the patient? Yes. Des préoccupations. Alors, donc, pour répondre à cette question, effectivement, aujourd'hui, nous abordons de nouvelles initiatives. Donc, nous avons un fonds qui est proposé par le gouvernement du Royaume-Uni et dont nous avons pu bénéficier. Et justement, une partie importante de ce fonds concerne donc le système et de la e-santé, mais surtout comment nous pouvons impliquer plus nos patients. Nous en sommes là de notre réflexion, effectivement. Donc, la portée de ce système, c'est les maladies non communicables. Eh bien, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec les centres de santé. Donc, vous êtes d'accord avec moi, la e-santé permet justement des interventions qui ne sont pas forcément celles que l'on organise au niveau des centres de santé, mais à l'extérieur. Et donc, ces patients ne se sentent pas toujours en sécurité ou en confiance et qui se disent, bon, pourquoi est-ce que moi j'irai faire une consultation ou pourquoi est-ce que je prendrai l'avis d'un médecin parce que j'ai l'impression d'être en bonne santé. Donc, je crois que si on pense à l'expérience que nous avons avec les patients, il ne faut pas oublier que nous avons besoin de former des champions et des leaders, des personnes qui vont être pleinement impliquées, qui vont parler de la maladie. Ce n'est pas simplement des experts médicaux, ça peut être aussi des patients. Et lorsque nous, cliniciens, nous avons, par exemple, des recommandations à faire dans le cas du diabète et nous distribuons des petites brochures, etc. Mais les patients, est-ce qu'ils comprennent toute l'information qu'on leur donne? On ne leur demande jamais. Il n'y a pas de retour sur information en ce qui les concerne. Qu'est-ce qu'ils ont compris? Est-ce que c'est trop technique? Est-ce que c'est trop spécialisé? Est-ce que c'est accessible? Et donc, moi, j'apprends aussi en mettant à leur portée des connaissances dont ils peuvent s'approprier et comment on peut développer justement comment nous pouvons, indépendamment d'être des experts dans le domaine de la e-santé, être aussi des sociologues, des anthropologues. C'est toutes ces casquettes qu'il faut que nous assumions parce que je crois que dans le domaine des maladies communicables, c'est très important. Cette description du monde aussi 2.0 ou 3.0, je ne sais plus à combien de points on est arrivé, mais qui est en train de se faire et qui transforme quand même massivement nos systèmes et nos organisations. Et je vous propose donc une dernière fois dans cette journée de poser toutes les questions que vous souhaitez à nos intervenants de la table ronde. Vous voyez, un petit échantillon là aussi de la planète. Et on va aller donner les premières questions normalement à Abidjan, s'ils sont toujours avec nous. On repart en Côte d'Ivoire. Voilà, ils sont avec nous. Alors, deuxième étape, est-ce que vous nous entendez correctement? Alors, est-ce que vous nous entendez correctement, Abidjan? On a un retour de notre côté. Alors, peut-être, on va vous laisser régler le problème. Et puis, pendant ce temps-là... Ah, ça y est, c'est parfait, c'est parfait. Alors, je vous laisse poser les premières questions, parce que je suppose que là aussi, sur la montée en compétences et le passage de la stratégie au terrain... Bon. Alors, si vous n'entendez pas, on coupe pour l'instant sur Abidjan. On va voir si on arrive à récupérer le son. C'est un gag!
gag. C'est un gag. Ça y est, vous nous entendez correctement? C'est parfait. Alors, je vous laisse poser vos premières questions à nos intervenants, effectivement, sur cette question de compétences, de montée en compétences pour faire appliquer des stratégies en e-santé. Ok, merci encore aux intervenants. On a beaucoup appris des stratégies et surtout la stratégie de leadership dans les formations. On a eu également ce cas lorsqu'on faisait l'implémentation en Côte d'Ivoire de DHS2. Tout le monde était sceptique que dans l'équipe il y ait des sages-femmes ou des infirmiers, mais à travers ces personnes, les autres acteurs ont senti qu'ils pouvaient également faire preuve de volonté pour y arriver. Donc c'était vraiment pour compléter sur l'aspect de leadership. Mais l'autre point également sur lequel nous sommes confrontés dans nos pays, c'est le turnover qui est régulier dans nos systèmes. Voilà, les acteurs sont formés, ils ont une compétence et puis voilà, ils vont faire valoir leurs compétences au plus payant. Donc, c'est que nos ministères peut-être devaient beaucoup plus revaloriser aussi toutes ces compétences souvent acquises et voilà, à partir peut-être des formations même personnelles, pour qu'on trouve des mécanismes de valorisation de ces agents pour les maintenir dans les postes ou dans les fonctions. Merci de cette intervention. C'est d'ailleurs une question que je peux poser à nos intervenants, peut-être Jay, la question du turnover, du maintien des compétences, du maintien des talents, pour utiliser la terminologie à la mode. Est-ce que c'est quelque chose qui se pose aussi chez vous au niveau de l'Asie? Est-ce que vous avez des solutions à proposer? Alors une réponse, une solution, peut-être pas, mais le problème existe parce que, évidemment, nous avons pas mal de turnover, effectivement. Nous voyons, lorsque les gouvernements changent, lorsque l'on a mis en place un certain nombre de compétences, eh bien, malheureusement, on ne peut pas les utiliser pleinement parce qu'il y a des changements au niveau des services qui sont réorganisés, etc. Donc, oui, c'est une vraie question, mais je crois que c'est pas une question simplement liée à l'hôpital, à la médecine, c'est également lié au gouvernement, aux politiques que le gouvernement met en place. Je crois qu'il faudrait qu'on ait des mécanismes qui nous permettent de retenir les gens qui sont formés, mais il y a plusieurs façons de le faire. Et par ailleurs, c'est pas simplement d'offrir des formations spécifiques qui comptent, mais également qu'ensuite ils puissent être valorisés effectivement. Donc, si quelqu'un a un rôle joué, un rôle spécial à jouer et une véritable reconnaissance par rapport à ce rôle, ce sera plus facile de retenir ces équipes, ces personnes. Parce que imaginons qu'un docteur ou une doctoresse doit acquérir de nouvelles connaissances, on propose une formation, d'accord, tout va bien, mais est-ce qu'il y a, indépendamment de cette formation, est-ce qu'on va leur permettre de bénéficier d'une reconnaissance pour les efforts qu'ils ont faits, pour l'investissement qu'ils ont accompli? Donc, je crois qu'un programme de formation qui a lieu en ce moment au Sri Lanka, on voit que l'on forme un certain nombre de médecins, mais on leur donne également un rôle à jouer à certains niveaux. Et je crois que cette émulation, cette stimulation sont fort importantes si on veut que les gens restent après qu'ils aient bénéficié de ce genre de formation. D'ailleurs, au nord comme au sud, on va faire passer un message, reste avec nous Abidjan, on va faire passer les micros également dans la salle pour poser des questions. Moi, j'ai une question qui m'arrive de Moumouni Maïga qui nous regarde au Burkina Faso et qui aimerait savoir s'il y a des possibilités de formation en ligne pour les praticiens en e-santé. Par exemple, pour le DU, chez Omar Bagayoko, est-ce qu'on sera obligé toujours de s'inscrire, d'aller à des cours présentiels, ou est-ce qu'au bout d'un moment, vous n'avez pas intérêt à tout mettre en ligne pour tout le monde? Je pense pour le DU, oui, il y a 80 à 90% c'est pas en ligne, hein, mais comme en tout cas dans notre cas, c'est intitulé innovation et pratique, hein, il faut lier
vraiment à la théorie, la pratique. Donc, il y aura en tout cas une toute petite partie. C'était pas long, c'était 4 jours vraiment de formation, mais vraiment centré sur la pratique de toute la théorie qui a été apprise en ligne. Donc, je dirais oui, la possibilité de formation en ligne existe bien. Des questions à venir dans la salle, questions ou remarques d'ailleurs des uns ou des autres. Voilà, il y a un bras qui se lève ici devant, et puis en même temps il y a des questions des internautes qui arrivent. Allez-y. Ok, merci bien. J'ai vraiment bien écouté avec grand intérêt les interventions des différents experts. Et moi, j'ai une question de fond, notamment par rapport à... Je voudrais un peu voir un peu l'expérience de l'Asie et pour le turnover des compétences au niveau des différents ministères. Et on est vraiment conscient que le véritable problème au niveau de la e-santé, au niveau des ministères de la Santé, c'est comment faire pour fidéliser ceux qui ont les compétences réelles pour pouvoir accompagner le ministère. Et je donne un exemple. Je ne préfère pas le pays qui a fait une proposition notamment de permettre aux différents acteurs, en plus d'être fonctionnaires au niveau du ministère de la Santé, d'avoir la possibilité d'être mis à disposition auprès de certains partenaires techniques et financiers qui, en plus du travail traditionnel qu'ils font, ils gagnent éventuellement également une motivation qui les permet d'être au ministère et également d'accompagner les partenaires. Est-ce que l'expérience dans les pays asiatiques, comment est-ce qu'il y a ces types d'expériences qui permettent véritablement de fidéliser les différents acteurs dans le long terme au niveau des différents ministères? Docteur Moustapha, rapidement. Alors je peux essayer dans le contexte de la Malaisie. Votre question est intéressante. Est-ce que cela vaut la peine de développer des talents en interne ou de rechercher des gens à l'extérieur? Donc est-ce qu'on doit avoir les données dans le cloud ou sur les serveurs locaux? Ça dépend une fois de plus du contexte. Notre expérience est la suivante. Une fois qu'on a formé les gens, en général, ils ont tendance à aller voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. C'est une tendance normale et encore plus dans la e-santé. De mon expérience, une fois que le travail est fait le travail qui est fait dans le secteur privé est plus innovant que ce que l'on peut faire en interne dans le public. Souvent, on voit un certain nombre de stratégies, de documents sur l'e-health. On entend beaucoup parler du triple P, PPP, partenariat public-privé. Alors c'est un très joli mot, mais la mise en œuvre est souvent très problématique, en particulier dans des pays où le triple P, les processus sous-jacents au partenariat public-privé manquent souvent de transparence. Et souvent c'est une espèce de boîte noire. Certaines fois on sait ce qui se passe, certaines fois on ne le sait pas. Donc dans certains cas, quand on me dit cette compagnie-là qui fait un partenariat public-privé, qu'est-ce qu'ils font réellement? Eh bien, je ne peux pas toujours répondre. Donc tout ça pour dire que je ne peux pas répondre facilement à la question de comment on peut garder les gens. Et c'est un petit peu comme la question qu'on a posée à Jay il y a l'instant. Comment on rédige une stratégie pour faire en sorte qu'il n'y ait pas un roulement de personnel aussi important? Je pense que le networking est important. Un événement comme celui-ci est important parce qu'on est très en contexte et donc on peut apprendre de l'expérience des uns et des autres. Même si on ne sait pas exactement ce qu'il peut faire, il y a toujours des enseignements à tirer. Et moi, par exemple, j'essaie de vous éviter des erreurs que j'ai faites par le passé. J'essaie de vous montrer comment voir les autres options pour ne pas tomber dans les mêmes pièges. Donc, en synthèse, je pense personnellement que former les gens en interne, ça ne vaut pas toujours la peine parce qu'à un moment donné, ils seront tentés par une migration. C'est le micro. Allez, d'autres réactions des internautes. Bakary Cissé qui nous dit ne dit pas dans quel pays, mais pour le dossier médical informatisé, nous pensons qu'il sera mieux d'intégrer les soignants dès la conception et non attendre jusqu'à l'installation. Nous avons nous-mêmes conçu un dossier médical informatisé. Cette stratégie a été très contributive. Et puis Marco, en Italie, qui espère que la e-santé sera un dispositif d'avenir pour les acteurs du Sud et qui remercie ce que fait la Fondation pour tous ses efforts. Autre question ici dans la salle. Oui, un commentaire avant la question, c'est que il est important de noter que le turnover en matière de technologie et d'information, c'est pareil dans le nord qu'au sud et les difficultés sont présentes partout.
Et ma question et remarque allait dans le sens que monsieur vient de dire. C'est que lorsque Mme Sall et M. Bakayoko parlaient du système de gouvernance, la mise en œuvre, ils ont totalement exclu le privé dans leur... Or, je ne pense pas qu'on puisse construire ce genre de système et innover sans une participation privée de manière monétaire, mais aussi au niveau de la stratégie d'innovation. Est-ce que dans leur plan, c'est envisagé d'avoir ces acteurs-là, surtout en balisant aussi la transparence et la gestion de la corruption? Alors, Madame Sall. Je n'ai pas présenté des stratégies, mais je peux donner l'exemple du Gabon où j'ai accompagné. Les privés étaient complètement impliqués depuis la base en fait, de la conception de la stratégie à toutes les étapes. Parce que, comme on le dit, le patient il va passer d'un système à l'autre. Donc, même les médecins, la médecine traditionnelle, dans ce cas-là, a été impliquée. Le rôle, évidemment, de l'État n'est pas peut-être d'investir, en fait, dans un système d'information dans le privé, mais l'État a l'obligation de mettre en place un cadre d'interopérabilité avec des contraintes, par exemple, des normes, des standards qui peuvent être utilisés et par le privé et par le public. Aïssatou Sall, si vous voulez compléter sur ce partenariat possible ou pas avec des entreprises privées. Avec le privé. Alors, peut-être cela a été une omission de ma part, mais nous, pour notre plan stratégique, le privé est partie intégrante. Donc, le privé a bien participé à l'élaboration et participera à la mise en œuvre. Donc, il est incontournable. Merci. Allez, je laisse la toute dernière question à nos amis d'Abidjan, s'ils nous entendent, afin de clore définitivement cette table ronde. Si vous avez une dernière question ou une dernière remarque, tout simplement. Oui, en fait, nous avons bien suivi et nous sommes très heureux. Nous voulons d'abord saluer le professeur agrégé Bakayoko, mais également nos deux auditeurs de la DU Santé qui ont tout à l'heure fait le retour d'expérience. Nous sommes très heureux parce que je crois que la mise en place de ce DU est un DU qui permet le renforcement des capacités, mais en même temps ouvre la voie vers les stratégies, aux actions. Ce qui fait que c'est un DU tripartite entre trois universités, Bamako, Dakar et Abidjan. Et nous sommes très heureux parce que la première promotion a été une très belle promotion. Nous estimons qu'avec notre partenaire Pierre Fabre, que nous voulons bien dire, à qui nous voulons dire merci ce soir, puisse pour la deuxième promotion mettre à notre disposition un peu plus de moyens pour nous permettre d'élargir, puisqu'il y a beaucoup de startups en ligne, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent à ce volet. Et pour nous, nous avons évoqué ces aspects à Bamako lors du présentiel dans le hackathon. Donc ce sera vraiment pour nous une belle chose, une bonne opportunité pour la deuxième promotion. Dans la série Béatrice, si tu nous entends. Merci beaucoup à tous, à nos amis de Côte d'Ivoire. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, et au revoir à tous. Merci. Merci d'avoir été parmi les 300 contacts de connexion que nous avons eu au moins depuis ce matin. On peut également remercier et applaudir nos invités venus donc des 4 coins du monde pour participer à nos tables rondes. On voit notamment sur les talents là aussi que ce sont les mêmes questions qui se posent au nord comme au sud.